Nous sommes de retour dans cette nouvelle édition du Minimag, la lettre de l'acheteur, en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, et il est désormais temps, comme convenu, de retrouver Marion Balestier pour parler marché de l'énergie. Bonjour Marion. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marion, je rappelle que vous êtes gérante matières premières chez Ophi Asset Management et que, on est ravis que vous ayez accepté notre invitation. Marion, on va parler matières premières énergétiques dans un premier temps, et notamment, on va parler des cours du pétrole. Les cours du pétrole, que ce soit les cours du Brent ou du WTI, accusent depuis 6 mois un recul assez important. Si on fait un focus sur le Brent, en mars dernier, il était à $127. Il a fait un baroud d'honneur en juin avec un prix à $122, et depuis, les cours ne font que refluer. Quelles en sont les raisons, selon vous ? C'est ça, hein, c'est ce que vous venez de dire. On a effectivement une accalmie sur pas mal de prix de matières premières, et notamment les prix de l'énergie depuis quelques mois, avec un prix du pétrole, que ce soit Brent ou WTI, qui évolue dans un couloir entre 80 et $90 depuis la fin de l'été, effectivement. Alors, la raison principale, c'est les anticipations par le marché du ralentissement économique qui commence à se profiler d'ailleurs, qui commence à se concrétiser, et qui devrait se poursuivre au cours de l'année 2023, notamment parce que les banques centrales remontent les taux de façon assez rapide. Et donc, le marché, évidemment, anticipe une légère diminution de la demande de pétrole dans les prochains mois. Et c'est ce que l'OPEP, d'ailleurs, a confirmé en diminuant légèrement ses projections pour la croissance de la demande de pétrole pour 2022 de 2,6 millions de barils par jour à 2,5 millions de barils par jour. Donc, c'est une décroissance, c'est une diminution marginale de la croissance de la demande. On est toujours dans une croissance positive, et même pour 2023, l'OPEP anticipe une augmentation de la demande de 2,2 millions de barils de pétrole par jour par rapport au niveau de 2022. Donc vous voyez, on a une croissance qui continue d'être positive, on a une demande qui continue d'augmenter, mais le rythme se réduit un peu, et en fait ça a suffi à faire dégonfler un petit peu les prix du pétrole à court terme. Voilà, maintenant, à notre avis, cette accalmie, elle pourrait être en partie passagère, notamment parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent occasionner un rebond, notamment, et on a ce sujet dont tous les marchés parlent en ce moment, de la réouverture de la Chine, qui est à prendre avec des pincettes, étant donné le manque de visibilité qu'on a sur cette politique du zéro Covid. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de signaux de préparation de la réouverture, qui pourraient intervenir plus concrètement pour le printemps prochain en Chine. Voilà, c'est difficile de s'avancer sur ces questions-là, mais on a une administration qui prépare clairement des conditions de réouverture, donc ça c'est plutôt positif, et le marché l'anticipe. Je vous coupe, même si le nombre de nouveaux cas de contamination continue d'augmenter, donc c'est pareil, c'est finalement... Oui, tout à fait, mais alors il y a un potentiel de vaccination de la population, et éventuellement de changer de discours aussi, d'expliquer aux gens que finalement ce variant-là est peut-être moins contagieux, etc. Voilà. Après, je ne pense pas que ce soit un relâchement de toutes les contraintes, de toutes les restrictions d'un coup, et qu'on se retrouve dans un monde totalement comparable à celui d'avant. Mais voilà, on pourrait avoir une économie en tout cas qui redémarre, même si c'est de façon progressive. Balbutiante. Voilà, mais à horizon de ces prochains mois. Donc ça, clairement, la Chine, c'est un énorme consommateur de matières premières, et ça pourrait avoir un impact positif sur la demande de pétrole. Il y a d'autres choses aussi, parce que là, on a parlé du côté demande, mais l'offre est très contrainte, en fait, sur le pétrole depuis un certain temps. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui expliquait notamment que les stocks de pétrole sont à un plus bas de 18 ans. Et ça, c'est dû au fait notamment que le gouvernement Biden, avant les élections de mi-mandat, a relâché une grande partie de ses stocks stratégiques pour garder les prix des carburants, auxquels les Américains sont très très sensibles, sous contrôle. Donc les stocks sont très très bas aujourd'hui, et donc il va falloir les renflouer. Du coup, ça devrait tirer. Le problème, c'est qu'en fait, la production est très contrainte aussi, et va être de plus en plus contrainte. Et pour quelle raison ? Eh bien parce qu'en fait, les investissements dans le secteur pétrolier ont décliné depuis des années. de façon structurelle depuis des années, parce qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui sur les investissements fossiles, ce qui est
totalement en ligne avec les objectifs climatiques qu'on pourrait avoir avec les accords de Paris, etc. Mais voilà, donc on n'investit pas assez et le pétrole, quand vous n'investissez pas, quand vous ne faites pas d'exploration, en fait les poches que vous exploitez s'épuisent et donc la production est vouée à diminuer. Le problème c'est qu'en face, comme on le disait au début, la demande continue de croître. Donc on a ce déséquilibre qui est en train de se créer et qui pourrait affecter les prix et les pousser à la hausse à nouveau à long terme. Il y a quelque chose d'un petit peu plus aussi court terme qui se profile, c'est l'embargo sur le pétrole russe. 5 décembre. Ouais, 5 décembre de la part de l'Union européenne. Et si c'est un embargo qui est suivi par les gros consommateurs, c'est un gros si, hein, on n'est pas du tout sûr que ça fonctionne, mais si c'est suivi par les gros consommateurs autres que l'Union européenne, type la Chine et l'Inde par exemple, ça pourrait avoir un impact sérieux parce que la Russie aujourd'hui, elle exporte encore 5 millions de barils par jour de pétrole. Donc sur une demande de grosso modo 100 millions de barils par jour, c'est pas négligeable. Voilà. Okay, d'accord. Donc on reste dans une situation où le marché est tendu. Le marché est tendu et vous nous présentez quand même beaucoup d'arguments qui pourraient finalement soutenir les prix du baril à la hausse. Ok, très clair. Merci beaucoup Marion. Sur le marché du gaz naturel, le timing n'est pas identique à celui du pétrole évoqué à l'instant, mais la tendance est exactement la même, c'est-à-dire que le marché est baissier et ce depuis la fin de l'été. Pareil, quelles en sont les raisons, Marion ? Alors, sur le marché du gaz, c'est un petit peu la même image. On est dans une situation où l'offre va rester contrainte elle aussi, l'offre ou en tout cas l'approvisionnement, et notamment en Union européenne. Là on va zoomer un petit peu plus sur l'Union européenne parce que chaque région a ses problématiques, mais l'UE est très dépendante encore de ses importations de gaz russe. Elle représentait 40% des importations de gaz avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ouais, donc on ne retrouve pas 40% de gaz comme ça, ces volumes-là, on ne les retrouve pas en un claquement de doigts. Aujourd'hui les prix refluent parce que on a un sentiment de sécurité sur les approvisionnements. Parce que les stocks sont pleins ? Parce que les stocks sont pleins à 90% dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Et pourquoi ils sont pleins ? Parce qu'on a eu le temps de reconstituer ces stocks avant l'hiver, étant donné que, en fait, le robinet n'a pas été coupé d'un coup. Là, il est coupé quasi totalement. Mais la diminution des flux s'est faite de façon très progressive. Donc on a eu du temps pour reconstituer nos flux. Et aujourd'hui, on est dans une situation entre guillemets, confortable sur les stocks. L'autre facteur qui fait que les prix refluent, c'est qu'on a un début d'hiver qui est très doux en Europe. Donc on a très peu tapé dans les stocks aujourd'hui. Maintenant, malgré tout, quoi qu'il en soit, on va sortir de l'hiver avec des stocks beaucoup plus bas. Même si l'hiver est doux, on va forcément taper dans nos stocks. Et c'est là qu'on va devoir se poser des questions sur la façon dont on va reconstituer nos stocks. C'est ça. Parce que pas mal de responsables ont commencé à dire, c'est que c'est l'hiver 2023-2024 en fait qui va être beaucoup plus périlleux parce que la reconstitution des stocks aujourd'hui, quelles sont les sources ? Quelles sont nos solutions pour reconstituer ? C'est très clair. D'accord, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Les sources pour reconstituer, c'est lesquelles sont-elles ? C'est d'aller prendre des capacités ailleurs. C'est du GNL, le GNL à destination de l'Asie. En gros, on le détourne vers l'Europe à un prix faramineux. Notamment, c'est ça. Mais alors voilà, ça pose deux contraintes. La première, c'est ce que vous dites, c'est la compétition accrue avec d'autres pays, puisque ce gaz, il a des débouchés aujourd'hui. À l'Inde, tout à fait. Donc ça, c'est au prix d'une pression sur les cours, très clairement, pression à la hausse. Et il y a un autre facteur qu'on a peut-être moins à l'esprit, c'est qu'il y a des contraintes techniques aussi, parce que on a vu par exemple les responsables européens aller démarcher d'autres pays qui peuvent devenir des partenaires potentiels, comme on l'a fait avec l'Algérie par exemple. L'Algérie produit du gaz naturel liquéfié, donc on n'a pas les infrastructures aujourd'hui suffisantes en place pour transporter ce gaz naturel liquéfié et le distribuer de façon aussi efficace qu'on le faisait avec un gazoduc arrivant de Russie qui déploie des énormes quantités, qui envoie d'énormes quantités à un rythme extrêmement rapide de gaz. Pour distribuer du gaz naturel liquéfié, il faut le transporter par bateau, donc c'est un petit peu plus au compte-gouttes que via gazoduc, et puis il faut le regazéifier, bon ça c'est un peu technique, mais il faut les infrastructures sur place en arrivant en Europe pour le retransformer, le regazéifier. Patrick Pouyanné, le patron de Total, expliquait ça de façon très claire au début de la guerre en Ukraine. Il disait maintenant, aujourd'hui, si vous me demandez comment je fais pour me passer des 40% de gaz naturel russe,
j'ai pas de solution. J'en aurai une dans 2 ou 3 ans si on installe des infrastructures qui permettent, en Europe, qui permettent de... Donc les terminaux de regasification, ensuite les gazoducs qui vont de ces ports... voilà, de dispatcher le gaz, etc. Mais aujourd'hui, j'ai pas ça. Donnez-moi 3 ans. Ouais, 3 ans, on les a pas, puisque vous nous parlez de l'hiver 2023, il faut trouver une solution. Disons qu'il va falloir être relativement créatif. Donc cet hiver peut potentiellement très bien se passer, hein, si on a, surtout s'il reste doux comme il est aujourd'hui, mais on va sortir malgré tout avec des stocks plus bas et on va devoir... les reconstituer, du coup ça va peser, ça va soutenir les prix du gaz naturel à la hausse, ça devrait les tirer vers le haut. C'est ce qu'on entrevoit, oui, tout à fait. Ok, très clair. Marion, il nous reste un peu de temps, j'aimerais bien vous entendre. Alors aujourd'hui, c'est la fin de la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et quel est selon vous les points qu'il faut retenir? Est-ce que les accords de Paris vont être respectés? Est-ce qu'il y a eu des avancées majeures? Est-ce qu'on doit être content? Est-ce que finalement c'est une conférence qui tombe à l'eau? Il faut attendre la prochaine qui sera au Qatar en plus. Hein, donc du coup, on va se marrer. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Parfait pour organiser. On en retient que les objectifs de renouveler la hausse des températures à 1,5 degré ont été renouvelés. Maintenant, les engagements pour y parvenir n'ont pas été intensifiés, notamment ceux qui concernent, c'est un peu le cœur du réacteur, la limitation, voire l'arrêt de l'usage des énergies fossiles. Donc là-dessus, on a peu d'avancées concrètes et on a peu d'engagements supplémentaires des États. Donc encore une fois, c'est un peu du wishful thinking, hein, des mesures qui sont plus du souhait qu'autre chose. On a un sérieux sujet par contre qui est sur la table aujourd'hui, c'est celui de qui prend la responsabilité et qui paye pour les dommages qui commencent à apparaître aujourd'hui. On le voit sur le marché des matières premières agricoles. Aujourd'hui, on commence à avoir des sécheresses un petit peu partout, que ça soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Et on a des rendements agricoles qui commencent à diminuer. Alors, Marion, je vous remercie beaucoup de faire cette transition parce qu'il y a une question que j'ai complètement oublié de vous poser. C'est finalement donc cette hausse du gaz naturel qu'on a compris, hein, qui se profile à l'horizon, va évidemment impacter le marché des matières premières agricoles, et notamment parce que les engrais sont composés en grande majorité de gaz. Du coup, est-ce que déjà dans un premier temps le lien est évident, et qu'est-ce que vous anticipez sur le marché des matières premières agricoles? Le lien est évident en ce qui concerne l'engrais, très clairement. Parce que l'engrais, c'est fait à partir d'ammoniac, et l'ammoniac, c'est fait à partir d'hydrogène. L'hydrogène, c'est du gaz naturel. Voilà. Donc le gaz naturel, c'est 80% de la constitution du prix de l'ammoniac. 80%, d'accord. Ah, okay. Voilà. Donc les engrais, cette année, ont connu une explosion des prix. C'était phénoménal. Et on a aujourd'hui des prix beaucoup plus élevés et une pénurie en fait partielle d'engrais. Et donc, il se profile, ça c'est modélisé par beaucoup d'institutions, des pénuries d'engrais relativement durables, et ça devrait diminuer les rendements agricoles de façon assez importante. Ouais. Du coup, on peut anticiper une inflation sur les produits alimentaires assez logiquement. Aujourd'hui, on est de la même façon que sur l'énergie, on est dans une accalmie, et aussi parce que les accords de la mer Noire sont intervenus en juillet, ça a permis de sécuriser les approvisionnements. Fin novembre. Alors, ils viennent d'être ok, avec la Russie du coup. Ok, d'accord, très clair. Donc on a plus de blocage de ce point de vue-là. Okay. Mais ça, c'est sur les flux. Aujourd'hui, on a par contre un problème de production. Parce que pénurie d'engrais, parce qu'en Ukraine, on sème beaucoup moins de blé. Ouais. Cette année, on va semer 40% de moins de surface. C'est gigantesque, c'est la moitié quasiment. Par rapport à l'an dernier. Ok, d'accord. Et pourquoi? Les gens ne sont pas là. C'est ça, ils sont partis à la guerre, du coup. Ils ont été, et puis, il y a beaucoup de territoires qui ne sont pas sécurisés. Ouais, c'est ça, minés, etc. Ouais, okay. Absolument. Donc il y a toutes ces contraintes-là, et puis comme on l'évoquait par rapport à la COP, il y a un problème climatique qui fait qu'on va avoir des rendements déclinants aussi dans les années suivantes. Donc, donc Marion, on a beaucoup de choses qui se télescopent. Ok, merci beaucoup Marion. Donc du coup, inflation sur les produits énergétiques, inflation sur les produits alimentaires, et la COP27 qui a servi à rien. N'allons pas jusque-là, mais... Non, merci beaucoup Marion Balestier, gérante matières premières chez Ophi Asset Management. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Marion. On fait une rapide pause et juste après on retrouve Mathieu Driol et sa commo du jour. À tout de suite sur TFinance.